quand il y a les enfants qui viennent, donc péritonéal, pleural, etc. Ou alors carrément un grappage de cellules. En fait, la cytologie est une science qui s'analyse, qui s'adapte, qui s'applique uniquement sur une méthodologie d'analyse cellulaire. Donc on analyse la morphologie uniquement de la cellule, mais en fait c'est la cellule qui est détachée de son élément, elle est détachée de la structure architecturale. Donc on n'a aucune idée, aucun accès à la structure histologique. Donc on a une idée sur la morphologie de la cellule, mais elle ne donne pas accès à la structure histologique, c'est-à-dire à l'architecture, au tissu, à l'ensemble dans lequel vit la cellule. Donc on va voir la cellule, de quel type de cellule il s'agit, est-ce qu'elle est épithéliale, est-ce qu'elle est conjonctive, est-ce qu'elle est fusiforme, est-ce qu'elle est polyhydrique, la structure cytoplasmique et la constitution nucléaire, sans plus. Là, c'est par exemple pour la maladie de Hodgkin, il y a un grand monsieur Thomas Hodgkin qui entre 1798 et 1866, dans ses états de vie, avait analysé, a mis en évidence la présence de la cellule de Redi-Steinberg, celle en 1830, et puis en plus après avec plus d'habilité en 90 avec des colorations assez spéciales, où c'est une cellule qui a une image en miroir. On a l'impression que c'est la même cellule qui est dupliquée. Et c'est une cellule qui permet de poser le diagnostic de la maladie de Hodgkin, qui est une maladie, un cancer du sang, une variante, une variété de cancer du sang qui se voit essentiellement chez le jeune adolescent ou l'adulte jeune. Voilà. Donc, comment se font ces prélèvements cytologiques peuvent se faire de différentes manières. Soit à l'aide d'un couillon, ou alors d'une brosse, parce qu'on fait un grattage avec une brosse, ou carrément une spatule, comme quand on fait un flottissage vaginal qui vous montre des images. Donc, on essaie de gratter, d'arracher quelques cellules dans un organe creux. Et donc, il faut que ce soit un organe creux, c'est qu'au niveau de la muqueuse, la face interne de la joue, ou carrément au niveau du col utérin, ou du vagin, ou au niveau de la sphère ONL aussi, quand on veut faire un LBA, par exemple, au niveau de la branchie. On envoie un bronchoscope, on regarde s'il y a des lésions, on envoie du liquide, on envoie un liquide, du sérum salé, qui va permettre de tracer les cellules du revêtement cylindrique des branches, qui est ciblé, et il va racler ce liquide qui est envoyé avec une pression, va un petit peu brasser la surface de l'épithélium cylindrique branchique, et il va arracher quelques cellules. Ensuite, on va recueillir ce liquide avec le seringue et on va l'envoyer au laboratoire d'anatomie où il va subir un traitement qui permettra de mettre en évidence les cellules. On peut faire aussi parfois des cytofonctions à l'aiguille. Donc, il arrive, on utilise des aiguilles. Par exemple, quand on a un nodule thyroïdien, quand on a un nodule du sein, ou même parfois au niveau lion, une alvéopathie cervicale, on peut faire les cytoponctions. Donc on demande à faire les cytoponctions, c'est-à-dire qu'on va mettre une aiguille, on va essayer d'aspirer une aiguille qui sera montée par une seringue, et on va aspirer des cellules qu'on va envoyer pour analyse cytologique. Donc, quand le matériel il va être très vite, alors en cytologie, il n'y a pas de fixation, vraiment au niveau des. Chez les préleveurs, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire de la fixation. Je vous ai parlé la dernière fois de la dessiccation à l'air libre, quand on fait un frottis sanguin, on met une goutte de sang sur une lame, on l'étale avec notre lame, et on doit juste agiter comme ça à l'air libre pour juste coaguler. C'est une coagulation des protéines qui va permettre donc d'analyser. Donc le plus souvent, par contre, dans les analyses psychologiques, le matériel recueilli, il doit être envoyé rapidement au laboratoire. Parce que l'étalement sur les mains, il doit être fait par quelqu'un qui est habitué à le faire. En dehors des FCV, des frottis-cervico-vaginaux, où il y a eu beaucoup de formations dans le cadre du dépistage du col utérin, du cancer du col utérin, où les sages-femmes sont habilitées à le faire parce qu'elles ont eu plusieurs formations là-dessus,
elles le font avec un spray fixateur. Le plus souvent, le liquide recueilli, il est très rapidement envoyé dans un tube. Donc, le clinicien, à le tube serein, il peut aspirer du liquide au niveau du nacif, par exemple au niveau de la fossile etc. Le plus souvent, c'est là où on laisse aspirer, l'écoulement du liquide arrive par hyperpression, il arrive dans une aiguille, on le met dans un tube et le tube est acheminé vers un laboratoire de la PAC. Quand il est acheminé vers un laboratoire de la PAC, eh ben, il doit subir une cytocentrifugation. Donc ce sont des appareils faits pour ça, où ils vont tourner à une certaine vitesse qui va permettre à ce qu'il y ait un dépôt de culot cellulaire selon la densité de la cellule. Donc tout ce qui est de haut poids moléculaire va s'accumuler dans le fond du tube. Et tout ce qui est liquidien et les poids moléculaires légers là-dessus, et nous on va s'intéresser beaucoup plus à ce culot cellulaire qui sera ensuite recueilli et qui sera étalé sur plusieurs lames, coloré, et il sera examiné par le pathologiste pour avoir un petit peu une idée d'approche diagnostique. Il faut savoir que les examens cytologiques dans un laboratoire d'anapath représentent parfois jusqu'à les 2 tiers des actes des laboratoires d'anatomie pathologique. Donc c'est une activité qui reste très très importante, qui se fait au quotidien. La réponse peut varier de quelques heures à 24 heures maximum. Là, vous voyez par exemple, c'est une cytoponction ganglionnaire, donc il y a une adénopathie, donc il y a une technique qui est bien faite. Donc il faut palper, mettre le patient dans une position bien droite, les mains du patient doivent être derrière le dos, il va être en position bien dégagée, convenablement le cou, quand il s'agit d'une adénopathie cervicale. Elle doit être immobilisée avec la main gauche du préleveur contre le pouce et l'index, donc on va mobiliser l'adénopathie et bien sûr on pique avec une aiguille, on essaie d'aspirer lentement, sans faire mal, il ne faut pas aller vite, ça peut faire très mal, le liquide, enfin les cellules qu'il y a à l'intérieur. Donc on aspire, des fois on a l'impression qu'on a aspiré que de l'air, c'est pas grand chose qui arrive parce que ce sont des cellules. Après qu'est-ce qu'on fait? On prend une lame, donc on prend une lame, on essaye de vider la seringue sur le bord de la lame, donc on vide l'air qu'on a aspiré, et on prend avec notre lame et on essaie d'étaler. Donc quand on étale, il faut toujours faire un aller son retour. Il ne faut pas écraser les cellules. Donc on met sur le bord, exactement comme pour un petit sanguin, et on prend une autre lame, on met la même, et on étale légèrement et on fait un aller sans retour pour ne pas faire de va-et-vient et ne pas faire de la sous-dimension tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas placarder les cellules les unes sur les autres. Voilà, ça nous permet d'avoir ça. C'est ça l'étalement. Donc, une fois qu'on a étalé comme ça, on va sécher soit à l'aide d'un spray fixateur ou alors à l'air libre. On peut sécher aussi à l'air libre. Et très vite, on doit colorer. On doit carrément colorer les lames. On doit les colorer avec le malgré bien ça. C'est la coloration du MGG qui est le plus utilisé pour la thyroïde, pour les frottis sanguins et pour les cytoponctions ganglionnaires. Donc quand on fait une cytoponction ganglionnaire, quand on fait une cytoponction thyroïdienne et on fait un frottis sanguin, on utilise le MGG. La coloration du malgré bien ça, ce sont les colorants qui nous permettent de mieux visualiser les cellules lymphoïdes et les cellules vésiculaires thyroïdiennes. Par contre, quand on fait un frottis cervico-vaginal, on utilise mieux la coloration du papa Nicolaou. Donc c'est une coloration, la coloration du papa Nicolaou, elle est beaucoup plus utilisée pour l'examen des frottis cervico-vaginaux, qui se font surtout dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin. Parfois aussi, quand
on a des masses thyroïdiennes, par exemple comme ici, où on a un goitre thyroïdien, il y a un nodule thyroïdien qui est là, et bien on fait des cytofonctions avec un guidage par échographie. Donc on dit qu'on fait une cytofonction qui est écho-guidée. Donc c'est des cytofonctions, donc ça se fait le plus souvent par les radiologues. Donc le radiologue il examine le patient est sur un décubitus dorsal, il va avoir une position qui lui permet de mettre en évidence donc complètement la tête plongée à l'arrière pour mettre la glande thyroïde vers l'avant, qui est bien visible, et grâce à une sonde d'échographie assez fine, ça permet donc de localiser le nodule. Et à ce moment-là, c'est la même technique, donc on doit nettoyer le cou convenablement, on envoie une aiguille et on laisse la sérosité arriver toute seule. Ça arrive tout seul, plus généralement. Même si on doit toucher le piston et aspirer, il faut vraiment être très doux dans l'aspiration parce que ça fait excessivement mal. Il ne faut pas arracher les cellules, il faut les laisser arriver elles-mêmes. Généralement, ça arrive très vite. Ensuite, on reprend l'aiguille. On met un pansement pour le patient et on fait la même chose. On envoie le matériel recueilli dans la seringue à ce niveau-là, sur une lame, et qu'on va étaler et envoyer le plus tôt possible vers un laboratoire pour faire une coloration au malgré DMSA ou en MGG. Voilà. Quand il s'agit de liquide, par exemple si j'ai un tube de liquide, on va utiliser les cytocentrifuges. Ce sont des appareils où on a ici de ce côté-là, on a ce qu'on appelle des espaces de cellules. C'est comme une pochette en plastique dans laquelle on met notre cellule, notre lame, donc la lame, on la met là, et on met ici le tube dans lequel il y a eu le liquide qui a été envoyé par le préleveur. Et vous voyez, entre le tube et la lame, il y a une espèce de petite capillaire, un petit tunnel, et puis au fur et à mesure que ça va tourner à 75 tours minutes, toutes les cellules qui ont un poids moléculaire assez élevé, elles vont passer par aspiration et elles vont se mettre sur la lame. Ensuite, on va colorer les lames et examiner. Donc on fait ce qu'on appelle des culots cellulaires, c'est-à-dire une cytocentrifugation qui va nous permettre de recueillir des cellules ou culots cellulaires. Et donc, on aura un maximum, on essaie toujours de prendre un maximum de cellules dans une surface aussi petite que possible pour avoir le maximum d'informations. Voilà, et voilà ce qu'on voit en cytologie par exemple. Là, j'ai une cytologie cervicale avec l'utérin, où j'ai des cellules ici qui sont épithéliales normales, ici, et là, j'ai des cellules intermédiaires carcinomateuses. Là, par contre, j'ai un cas d'adénocarcinome d'une tumeur pulmonaire. Vous voyez, j'ai de très grosses cellules avec des noyaux de grosse taille qui sont polymorphées. J'ai même ici des mitoses. Voilà, donc ça me permet d'avoir un fond qui est acidophile avec des cellules. Là, ça a été fait sur un LBA. Et là, c'est un petit cervico-vaginal qui m'a permis de voir un diagnostic d'un cancer du col utérin. Donc, vous voyez que les examens scientifiques, vous voyez que là, la cytologie, elle est assez contributive dans le diagnostic. C'est un élément d'orientation qui reste assez important. Là, par exemple, je vous montre comment on doit faire. C'est une cytologie en gynécologie. Vous avez ici le vagin, vous avez ici l'exocole, et là, vous avez l'endocole, le canal endocervical. Et quand on fait un frottis cervico-vaginal, en cavité distale, on doit impérativement faire un prélèvement au niveau de la jonction exo-endocole. Pourquoi? Parce qu'on a une muqueuse mammalienne ici, c'est une muqueuse mammalienne, et ensuite c'est une muqueuse qui devient
petit cervico-vaginal, et bien voilà, qu'est-ce qu'on fait? On doit utiliser ce qu'on appelle des endobroches. Voilà, on fait comme ça, on a des lames et on a des spatules derrière, vous les voyez. Ce sont des spatules qui ont un petit peu la forme conique de l'exocole et qui permettent de faire juste un grattage. Donc on fait un grattage on fait une rotation contraire aux aiguilles du ventre. On fait une bonne rotation et on étale convenablement sur les lames. Ensuite, on doit carrément fixer avec un spray spécial pour la cytologie. Ensuite, on fait une coloration au Papa Nicolau, qui est un processus donc, bien codifié. Donc, ce sont des passages entre les pattes 1, patte 2, avec des minutes et un temps réglementés. Et voilà ce qu'on peut voir. Par exemple, ici, c'est un petit cervico-vaginal qui est tout à fait normal. Vous voyez les cellules, elles ont des noyaux qui sont très petits, ils ont tous la même taille, la même forme. C'est pas un cancer, c'est pas exactement comme ce que j'étais en train de vous montrer tout à l'heure, dans le diapo ultérieur, où il y avait un carcinome épidermoïde du col utérin. Donc vous voyez un petit peu la cytologie, elle est appliquée à pas mal de pathologies. Vous voyez, c'est pas le même aspect des cellules, contrairement à ce que j'étais en train de vous montrer. Et généralement, quand on fait un frottis, soit on pose carrément le diagnostic, on est sûr, ou alors parfois on est dans un doute et on dit qu'il y a des formations de dysplasie, qu'il y a des malformations, qu'il y a une suspicion d'un cancer. Et quand il y a la suspicion d'un cancer, le plus souvent on demande à ce qu'il y ait une confirmation par une biopsie. Et quand on fait une biopsie, on demande le plus souvent de faire une colposcopie. Et alors ils mettent un certain produit, ils font une colposcopie, ils mettent le produit le Lugol, un produit, et ils font ça une scopie chez les gynécologues, et puis ils voient des zones un petit peu blanchâtres comme ça, un petit peu palottes, ici par exemple là, dans ces régions-là. Et quand ils font des biopsies dirigées, ce sont des biopsies dirigées, et bien ça permet ici de voir qu'il y a des coliocytes, du cancer, il y a déjà un cancer in situ. Regardez les cellules comme elles sont normales ici, elles devraient être toutes comme ça. Là, vous les voyez, elles sont un peu plus grandes, avec un cytoplasme vacuolisé, plus clarifié, et qui est en fonction, en rapport avec les cancers in situ. Donc ça permet de dépister très rapidement. Voilà, quand on fait une cytoponction thyroïdienne par exemple, ici, c'est une cytoponction thyroïdienne qui nous a permis de voir la présence de cellules vésiculaires qui sont là, à différentes tailles. Et puis vous voyez que ces cellules vésiculaires, elles ont une certaine disposition. Par exemple là, elles ont comme des petites travées, des petites papilles. Et c'est assez significatif du cancer thyroïdien. Et surtout après, quand on essaye de voir les détails cellulaires qui nous permettent de mieux voir. Donc ça augmente. Dans la cytologie, nous avons une très bonne orientation déjà sur l'aspect du noyau, de la cellule et un petit peu la disposition des cellules. Donc les avantages de la cytologie, ce qui est bien dans une cytologie, c'est une technique qui n'est pas invasive. Donc elle ne fait pas mal, elle n'est pas dangereuse, elle ne demande pas d'hospitalisation, elle n'est pas coûteuse, et le malade il peut venir, il fait sa cytologie, ça ne demande pas d'hospitalisation, il peut rentrer le jour même, rentrer chez lui, tranquille, et avoir son diagnostic. Donc c'est une technique qui est idéale pour le dépistage, notamment pour certaines lésions. Mais elle aide énormément au diagnostic. Cependant, elle reste un petit peu délicate pour certaines tumeurs, surtout quand il s'agit de tumeurs qui sont un peu profondes. Par exemple, un pancréas, on ne peut pas faire des cytoponctions d'un pancréas, il est un peu profond. Et elle ne fait pas mal parce qu'on utilise des seringues et des aiguilles de 22 à 24 gauges, donc elles sont très fines, ça ne fait pas mal. Et puis ce qui est bien, c'est que
si on a un patient, par exemple, qui est hémophile, etc., qui a des problèmes de coagulation et d'hémostase, eh bien, faire une histoponction, c'est beaucoup plus simple que de faire une biopsie pour ce patient. Et l'avantage le plus important, c'est que c'est une technique qui est simple, et surtout, c'est un résultat qu'on peut avoir même quelques heures après l'arrivée du prélèvement. Si j'ai un prélèvement à 9h du matin, à 13h, je peux donner déjà un diagnostic. Un diagnostic qui, parfois, peut être affirmatif à 100%, mais le plus souvent, il est au moins à viser d'orientation diagnostique dans les 80% des cas. Quand il y a les cellules malignes, je peux dire qu'il y a les cellules malignes, je ne peux pas dire exactement quel type de cellules, mais je peux signer la malignité. D'accord? Donc c'est ça ce qui est très important dans une cytofonction, quelle qu'elle soit, notamment thyroïdienne ou autre. Voilà. Donc ce sont les avantages. Mais bien sûr, comme toute technique, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc là, elle a des limites. Elle est limite parce que la cytologie, c'est une technique qui ne permet que de recueillir les cellules. Donc on a des cellules, mais on n'a pas leur environnement. On n'a pas l'architecture. Donc elles ne peuvent pas fournir des éléments qui nous permettent de dire quel type de tumeur. Parce que très souvent, on dit qu'il y a des tumeurs qui sont bourgeonnantes, ça nous oriente, une tumeur tubulaire. Donc on n'a pas une idée sur l'architecture de la lésion. C'est pourquoi, quand on a un examen cytologique dans lequel on a des cellules cancéreuses, on ne peut pas dire est-ce que c'est une tumeur d'origine épithéliale, est-ce que c'est un carcinome, ou alors il est in situ, il est infiltrant. Je peux dire la nature, je peux dire qu'il s'agit de cellules lymphoïdes, je peux dire qu'il s'agit de cellules vésiculaires, je peux dire qu'il s'agit de cellules sarcomateuses, mais je ne peux pas dire l'extension de la maladie. Je ne peux pas donner l'idée, je n'ai aucune idée sur l'extension de la maladie. Je ne peux pas dire est-ce que c'est un cancer juste in situ, est-ce qu'il est à un stade 2, est-ce qu'il est sur un stade 3. La stadification et le gradient, donc l'infiltration, l'étendue de la liaison ne peut pas être fournie dans un examen cytologique. Il n'y a que l'examen ANAPAC qui pourra me déterminer l'extension de la maladie. Et après, dans un examen cytologique, il est très difficile de faire la part des choses entre des lésions bénignes et des lésions qui sont dystrophiques. C'est très difficile. Parce que nous avons les dystrophies, nous avons les tératomes, dans lesquels nous avons des cellules qui sont normales, mais qui font partie de certaines lésions. Or, en cytologie, c'est difficile. Par contre, en anatomie pathologique, en histologie, c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai tout l'environnement qui me permet de dire est-ce qu'il s'agit effectivement d'une lésion qui est juste hyperplasique, juste dystrophique, parce qu'il n'y a pas que le cancer. On n'est pas là que pour donner des diagnostics de cancérologie, on est là aussi pour donner d'autres diagnostics, tout ce qui est inflammation. Après, est-ce que c'est une inflammation spécifique, non spécifique? Par exemple, si je suis devant une tuberculose, je peux dire qu'il y a une tuberculose, une inflammation de type tuberculose, mais après, je ne peux pas dire est-ce qu'elle est juste folliculaire, est-ce qu'elle est juste caséeuse, je ne peux pas donner tous les éléments. Donc, ça reste quand même un examen assez limité. C'est pourquoi, le plus souvent, il doit être poursuivi par un examen biopsie. Un examen biopsie qui va nous permettre donc de statifier, de grader et d'avoir une meilleure idée pronostique. D'accord? Voilà, donc là par exemple j'ai eu une cytologie péritonéale, c'était un patient qui avait une acide, et voilà, je retrouve, c'était dans le cadre d'une cirrhose, et ben j'ai de très grosses cellules qui sont là, mais ce ne sont pas des cellules malignes, mais ce sont juste des cellules de réaction mésothéliale. C'est le revêtement du péritoine qui, sous l'influence de cytokines et de facteurs médiateurs de l'inflammation, qui a donné cette réaction de cellules mésothéliales. Bien sûr, parmi tous les examens cytologiques, nous avons quand même des examens cytologiques qui restent très importants.
importantes qui restent quand même assez contributifs, qui ont leur place dans le diagnostic. Le premier, c'est le frottis cervico-vaginal dans le dépistage du cancer du col. Et nous avons la cytoponction du sein et la cytoponction thyroïdienne qui reste quand même assez important. Donc quand on a une cytoponction du sein lors de une petite lésion ou un nodule qui est détecté par mammographie ou échographie, on peut très bien faire une cytoponction. Ça nous permet d'être sûr qu'il y a la malignité, la présence de cellules cancéreuses. Par contre, on ne peut pas préciser le caractère in situ invasif de la lésion, et c'est pourquoi on est obligé de faire des ponctions biopsie qui donnent plus d'informations. Donc la ponction biopsie, elle reste plus complète, plus informative, elle permet de distaller surtout la lésion. Nous avons aussi des épanchements de toutes les cavités séreuses, péricardiques, pleurales, péritodéales, qui permettent aussi, dans la majorité des cas, de mettre en évidence des cellules carcinogènes, mais on ne peut pas dire est-ce qu'il s'agit d'un cancer primitif, c'est-à-dire vraiment du péritoral, de la cavité péritodéale, ou alors c'est un cancer qui est métastatique. Et c'est pour ça qu'il faut faire des prélèvements. Pareil pour les cavités pleurales, est-ce qu'il s'agit de mésothélium ou d'autre chose. Donc c'est ça ce qui est important à savoir, c'est que c'est contributif, c'est informatif. Vous avez envie de dormir, là je vois tout le monde en train de dormir ce soir. Moi je suis motivée. Voilà. Et donc le rendement des cytologies reste très très faible. Il reste faible parce qu'il n'arrive pas à donner une idée sur l'information du grade. Est-ce que c'est invasif? Est-ce que c'est in situ? Est-ce que c'est primitif? Est-ce que c'est métastatique? Par contre, tout ça, on peut l'avoir sur une fonction biopsie histologique, parce qu'en plus, je vous ai dit que quand on avait des fonctions biopsie, ça nous permettait de faire encore d'autres examens complémentaires, comme l'immunohistochimie, quand vous êtes venu chez moi la dernière fois, que je vous ai montré une métastase hépatique d'un côlon. C'était un cancer, alors que sur la cite, on aurait trouvé que des cellules carcinomateuses, on aurait dit la présence de cellules malignes, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Par contre, sur la proportion et la biopsie hépatique, on pouvait voir ces cellules malignes, et même quand on a fait des colorations spéciales et l'immunohistochimie, on a vu qu'elle arrivait du côlon. Voilà, ici j'ai un mésothélium, vous voyez, c'est des cellules malignes qui sont quand même agglutinées en massif comme ça et qui sont très pathognomoniques d'un processus malin. On en fait dans les congrès de pathologie. Pour les jeunes résidents, très souvent, on leur demande d'envoyer des photos d'images comme ça et on fait des concours de photos, ça fait un petit peu de l'art. Donc il y a plein de couleurs, il y a plein de figures géométriques, puis on peut se balader dans les idées. La dernière fois, il y a une résidente qui a mis sur le Facebook une petite photo qui faisait un petit cœur tout en rose, avec une très jolie cellule. Voilà. Donc ça peut donner beaucoup d'idées. Là, on a l'impression que c'est un petit mode, si on fait un petit peu une hirondelle ou enfin l'ombre ou quelque chose qui vole. Enfin, ça vole en tout son veut. Voilà, là aussi j'ai un carcinome épidermoïde et vous voyez ce sont de très grosses cellules de type épithélial, très habituelles, faciles à diagnostiquer pour nous quand on a couleur et l'habitude. Il y a aussi la cytoponction de la thyroïde qui se fait comme je vous ai expliqué et que 10% la cytoponction permet énormément de choses pour une thyroïde. Ça permet de suivre les nodules froids. Quand on a un nodule thyroïdien, vous savez, il y a des régions en Algérie et un peu partout où il y a des teneuroles qui sont un petit peu faibles, où les gens font des boîtes. Et donc on a des boîtes qu'il faut surveiller. Et puis le moyen de surveillance de ces boîtes, de ces nodules froids, c'est surtout les cytoponctions thyroïdiennes. Ça permet, donc on va pas parler tout de suite là-dedans, on surveille. Est-ce que ces cellules restent tranquilles? Est-ce qu'elles sont dystrophiques? Est-ce qu'elles remontent de taille? Est-ce qu'elles ont des atypies? Et s'il y a le moindre doute sur la malignité, il faut opérer. Donc, moins de 10% des nodules ponctionnés
souvent opéré. Donc si on a son goitre juste fonctionner, 90% sont vraiment bénins. Il n'y a que 10% qui sont suspects de malignité. Et vous voyez un petit peu le gain sur le plan de l'économie, de la santé publique, parce que si vous enlevez tout un mois de fermentation, il faut la mettre sous un traitement substitutif à vie. Or, cette fonction permet de surveiller. Donc, il n'y a que 10% qui sont suspects. Vous voyez un petit peu, c'est tout petit, les 10% qui sont suspects de malignité. Ce sont ceux-là qu'on va opérer. Et même les 10% ne seront pas tous malins. Il y aura ceux qui seront certainement bénins. Mais imaginez-vous s'il n'y avait pas de moyen de surveillance échographique et cytoponction éco-guidée, on opératiquement, ça fait beaucoup de gâchis. Voilà. Là, c'est une cytoponction thyroïdienne d'un cancer et c'est pas de pneumonique parce qu'on retrouve ces calcosphérites en intratumoral qui sont très typiques des carcinomes papillaires de la thyroïde. On peut aussi avoir une idée de la fonction de la cytologie des liquides amicaux céphalorachidien, c'est surtout dans les bilans d'extension, notamment des hémopathies, surtout des méningites carcinomateuses, pour voir s'il y a des cellules malignes qui sont dans la moelle ou autre. Ça permet de faire le bilan surtout des leucémies et des lymphomes. Voilà. Donc la cytologie, elle se révèle donc dans ce cas très peu contributif, surtout dans les organes profonds. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a le foie, le pancréas. Vraiment, il ne faut pas s'acharner sur les tumeurs profondes, il ne faut pas du tout essayer de fonctionner un organe qui est profond parce que ça ne donne pas beaucoup de renseignements. C'est très difficile d'arriver et il vaut mieux faire une bonne cytofonction éco-guidée que faire à la gueule. À la gueule, on ne ramène pas beaucoup de choses. Donc, les examens cytologiques qui restent très probants, les meilleurs, c'est surtout le frotisseur vaginal, la fonction du sein, la thyroïde pour une bonne surveillance et puis le LCR dans le cas de surveillance. Mais les organes profonds, il y a peu de contributions, peu de renseignements. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la cytologie a l'avantage d'être une technique qui est peu invasive. Donc elle n'est pas invasive. Vous avez compris, ça fait pas mal. Elle est donc idéale pour le dépistage. Elle apporte beaucoup de renseignements qui restent strictement d'ordre cellulaire. Elle ne fournit aucune donnée sur l'architecture, donc on ne peut pas savoir ce que c'est infiltration, s'il y a une infiltration, si c'est des situ. Et elle ne permet pas aussi de dire est-ce qu'il y a une dissémination métastatique ou primitive. On ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas tout l'organe à côté, donc on ne sait pas si c'est un cancer primitif ou métastatique. Et puis, pour les organes profonds, il vaut mieux faire d'emblée une biopsie à l'aiguille, ne jamais perdre du temps à faire des cytofonctions, ça sert à rien. Donc, la prochaine fois, on essaiera de voir les biopsies et fonctions biopsiques, et on finira avec le prélèvement. Là, je vais vous faire juste un petit, on a un peu de temps, je vais vous faire. Et je vais vous faire quelque chose que j'avais pas trouvé. Je lis sur mon blanc, mais je n'avais pas trouvé tout mon boulot. نسلك تربيك ونروح نذاكر مش خالص بس هي اسمها الأجمل أنها متفهمة للنوم. انتي وين كنتي؟ ما رحتيش ستاجة؟ وانا راح جيتي معنا بصح ما درنا والو اليوم. شوفي اليوم باكيت وحدة درنا لها اوبسيرفاسيون هذيك الأسئلة هذيك باكيتها من جاك التعمر منين جاك التنسيون تعيط لي حكيمة. Je vous ai parlé de l'équipe idéal pour nous et le format de constant. Et bien voilà comment on fait. Donc on a une biopsie qui arrive, on va mettre un numéro sur l'enregistrement, sur la fiche de renseignement. Le même numéro est reporté sur les cassettes et on met le prélèvement ici sur la cassette. Voici les cassettes.
sont des cassettes qui ont des piliers très différentes. Il y a des grandes piliers, des petites piliers, qui permettent donc au prélèvement de se mettre. Ben voilà, nous avons différents types. Là, c'est un appendice qui a été coupé. Quand il y a des petits prélèvements, on les met en totalité. Et vous voyez qu'à chaque fois, toutes les cassettes ont des numéros qui sont reportés sur la fiche de renseignement et qui sont transcrits dans le registre du laboratoire. Quand c'est des tout petites fonctions, on les met dans des espèces de cassettes à grille, comme ça, qu'on appelle des capsules. Après, on met nos cassettes dans un système de fixation, comme ça, on les met qui permet de fixer dans le format. Les gens qui sont passés au laboratoire, ils ont vu tout ça. Et on le met dans ce qu'on appelle un automate de traitement de tissu, qui est l'appareil de déshydratation, dans lequel il y a 12 bacs. Il y a 2 bacs de paraffine, 7 bacs d'alcool et 3 bacs de xylène, à différentes concentrations. Et j'avais dit donc, les bacs d'alcool qui allaient de 60 degrés à 100 degrés, c'est très important de le savoir, et 3 bacs de xylène qui vont servir à faire l'éclaircissement. Donc, l'alcool va permettre de faire une déshydratation et le xylène va me permettre de faire une désalcoolisation. Il va enlever tout l'alcool qui a été dans les prélèvements. Donc, les prélèvements, ils sont là, ils sont dans des paniers, ils vont manger dans les... C'est un appareil qui est menu d'un minuteur et ça se fait en 12 heures de temps. On le fait, on rentre chez nous. Bon, il y a aussi des distributeurs qui vont les week-ends. Et des bacs de paraffine qui permettent la fixation en paraffine. Vous voyez un des paniers dans lesquels on met nos cassettes et puis ça plonge d'un bac à un bac, et ça va comme ça. Bon. C'est un automate qui va plonger donc dans le bac, il reste 1 heure de temps, au bout d'1 heure de temps, le couvercle, il se déclenche, il remonte, il fait un cran et il replonge les paniers pour faire le traitement des tissus. Donc, le traitement des tissus, il permet donc de faire pénétrer à l'échelle cellulaire une substance homogène et solidifiable qui est la paraffine en dernier. Et là, c'est ce qui permet de confectionner nos blocs de paraffine. Donc, si on ne fait pas passer dans cette automate, on ne fait pas traiter ces tissus, on ne peut pas se permettre de confectionner. Ensuite, on passe à l'inclusion. On a un automate d'inclusion dans lequel il y a 3 consoles. Il y a la console chauffante, il y a des couleurs de paraffine et il y a l'appareil de refroidissement. Donc là, ça permet de faire couler la paraffine. Et voilà comment on fait. Donc c'est toujours pareil. Les couleurs, les consoles. Vous voyez comment sont les techniciens. Donc on met les prélèvements, ils sont là dans une partie chauffante. La paraffine est dissoute à 70 degrés. Vous avez vu à la chaleur du travail. Et nous avons des moules pour confectionner nos blocs. Voilà, le reprenne, donc il s'ouvre la cassette, la belle liste s'ouvre la cassette, elle ouvre la cassette, la technicienne, elle met dans le moule, elle le fait passer sous les couleurs, elle remplit, elle remet la cassette dessus parce que la cassette comporte le numéro pour l'archivage, et elle remplit, et voilà comment les blocs sont confectionnés. Elle le remet sur la plaque réfrigérante et elle à moins 60 degrés, et qui permet de solidifier cette paraffine, ça permet d'obtenir ça. C'est ça les blocs de paraffine que nous avons entrés. Lesquels seront ensuite discutés dans un microtemps, dans un appareil portatif qui permet de faire la coupe. Et puis il faut avoir l'huile de coude là, et le poignet assez léger, ça fait très mal, tout en faisant très attention aux rasoirs qui sont très dangereux. Et vous voyez voilà ce que ça donne comme la pellicule d'oignon que je vous ai dit. Et c'est ça, le prélèvement que nous avons étalé sur des lames. Après, on a des composts sur lesquels on met des lames. Et toutes les lames, elles ont été diamantées, elles portent le même numéro que celui qui a été mis sur la cassette, sur le banc et sur le registre d'enregistrement. Et on met une espèce de gélatine pour que le prélèvement colle. On met le prélèvement. Vous voyez ici, vous arrivez à voir qu'il y a des numéros sur les lames. Donc les numéros qui sont sur les lames au diamant, gravés au diamant, ce sont les mêmes numéros qui étaient sur les bancs. On étale après convenablement le prélèvement, on les met dans les comptoirs, on les met à l'étude pendant 5-6 heures de temps pour qu'ils sèchent très bien. Ensuite, on les met dans les appareils de coloration, ils seront colorés
de résine. On mettra des lames sur les lamelles pour protéger les prélèvements et on reportera les numéros avec des feutres. Ensuite, on remettra, voilà ce qu'on obtient. Donc nous avons des prélèvements avec des numéros bien affichés et on va mettre chaque prélèvement dans un plateau. Ça dépend combien on a prélevé, 5 lames, 6 lames, 7 lames, 30 lames. Là, par exemple, pour un mois, il y a 2 plateaux, il y a plus d'une trentaine de lames, avec le bon correspondant. Ensuite, on les donne aux enseignants, aux médecins pour la lecture et l'interprétation. Nos blocs qui sont archivés dans des mains, on va les garder au moins 15 ans, parce que je vous ai dit que l'étude marquée en multiplicité, on avait toujours besoin de revenir dessus. Et puis, voilà comment on garde les prélèvements. Les prélèvements, ils sont mis en réserve. Donc après, quand on a fait le prélèvement, on garde le numéro, le prélèvement, on les met dans des sacs assez spéciaux. On ne jette aucun prélèvement vers l'incinération jusqu'à ce qu'on a la réponse histologique. Donc une fois qu'on a la réponse histologique, qu'on a répondu, qu'on a recoupé, qu'on a vu, on est sûr du diagnostic, qu'on envoie les prélèvements vers l'incinérateur. Pour la destruction des déchets hospitaliers, ça va dans un circuit assez spécial. Et voilà, la lecture, elle se fait grâce à ces microscopes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis on se verra la prochaine fois, pour laquelle on essaiera de voir le dernier cours. الجروب تاعي إذا كان